Bonjour à tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Si la Chine fait rêver avec ses taux de croissance, elle n'est pas pour autant immunisée contre le chômage. Les jeunes diplômés, 6 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, sont particulièrement touchés. En 2010, un quart d'entre eux ne trouvaient pas d'emploi. Les jeunes face au chômage, c'est le sujet que je vais aborder dans un instant avec mes invités. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Avec 9,2% de croissance en 2011, la Chine fait toujours figure d'Eldorado économique. Malgré ce dynamisme, le chômage a fait son apparition et touche notamment une catégorie jusqu'alors très protégée, les jeunes diplômés d'université. Il y a un problème d'adaptation de l'offre et de la demande. En fait, les entreprises proposent de nombreux emplois. Les étudiants sont aussi nombreux à chercher du travail. Ceux qui ne trouvent pas de boulot, c'est surtout parce qu'ils trouvent que rien ne répond à leurs attentes, à leurs envies. Comment les jeunes font-ils face à cette situation inédite et quelle place reste-t-il pour les travailleurs étrangers ? Et nous voilà de retour au musée Guimet sur le plateau de Sinosphère en compagnie de mes deux invités. Baissu, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de la Chine à Natixis et à vos côtés Jean-François Huchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout juste de retour de Hong Kong où vous avez dirigé pendant 5 ans le Centre d'études français sur la Chine contemporaine et vous êtes aujourd'hui professeur à l'INALCO au Langzhou. Merci à tous les deux. On va parler du chômage, mais avant cela, je vous propose de regarder un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Vent de panique matinale pour Song Xiaolin. Dans quelques minutes, il est censé se rendre à un entretien d'embauche. Ils m'ont donné une adresse, mais je ne sais pas où c'est. Je viens juste d'arriver à Pékin. Tout juste diplômé d'une université technique du Henan, le jeune homme a décidé de venir tenter sa chance dans la capitale. Comment je fais pour aller rue du Nuage Blanc? Par là-bas? Merci. Song Xiaolin n'est à Pékin que depuis 3 semaines et il enchaîne les démarches pour trouver un premier emploi. Ce n'est pas la première fois que je passe un entretien. Mais pour l'instant, rien n'a abouti. Je n'ai toujours pas de boulot. Bon, j'y vais. L'entretien a lieu dans une grande compagnie d'assurance. Xiaolin n'a presque aucun détail sur la nature du poste. Il a finalement enchaîné 2 entretiens, mais il ne peut cacher sa déception. Alors, comment c'était ? À votre avis? Vous n'avez pas l'air très content. Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit que le boulot, c'était seulement de passer des coups de fil. Et pour appeler qui? Des gens à recruter. Et le salaire dépend du nombre de personnes que tu arriveras à recruter. En Chine, les offres d'emploi s'affichent dans la rue, mais il s'agit le plus souvent d'emplois peu qualifiés, mal payés, et les exigences peuvent être très discriminantes. Ce magasin recherche par exemple des femmes de 16 à 30 ans, mesurant plus d'1,58 m et n'ayant pas les mains abîmées. Les économistes, eux, s'intéressent à un nouveau phénomène, le chômage des jeunes diplômés d'université. Maintenant, des jeunes qui n'ont fait que le collège, ils ouvrent un petit restaurant familial. Ils gagnent 15 000 yuan facile. Mais les diplômés d'université maintenant, ils gagnent combien? 2 000 ou 3 000 yuan? Et encore, ce n'est pas facile à trouver. Quand ils arrivent à trouver un boulot payé à 2 500 yuan, ils doivent encore remercier leur employeur. Pour ces chercheurs spécialistes du marché de l'emploi, le chômage en Chine, officiellement de 4% en zones urbaines, est surtout lié à un décalage entre l'offre et la demande. En fait, notre système éducatif est mal adapté aux besoins du marché du travail. C'est un problème de pays en développement, on va le résoudre. Le point faible de la Chine, ce n'est pas tellement le taux de chômage, c'est l'absence de protection sociale. Ceux qui n'ont pas de travail ont rapidement des difficultés de subsistance. Pour Song Xiaolin, cet enjeu de survie est une réalité. Ses 2 parents sont paysans et Xiaolin a financé ses études en travaillant sur des chantiers de construction. Il lui faut un salaire le plus vite possible. C'est un ticket d'entrée pour un marché à l'emploi. Je n'ai pas apporté de CV, je viens juste tâter le terrain. Le marché aux compétences, homologue chinois du Pôle emploi, a organisé une journée de rencontre entre recruteurs et jeunes diplômés. Ce n'est pas l'affluence côté entreprise, mais Xiaolin repère malgré tout quelques opportunités. C'est un poste d'assistant administratif. Tu viens d'être diplômé ? Oui, j'ai étudié la finance et aussi le commerce international. Et tu es diplômé de quelle année? Je viens juste d'obtenir mon diplôme, il sera daté de 2012. L'entretien est bref et se conclut par un échange de coordonnées.
Peu convaincu, Xiaolin s'adresse alors à une conseillère. Ici, il propose des entretiens individuels. Il regarde si des entreprises ont besoin de recruter et il nous donne leurs coordonnées. Une fois encore, la rencontre n'a duré que quelques minutes. La conseillère a parcouru le formulaire rempli par Xiaolin avant de lui tendre un bout de papier griffonné à la hâte. C'est l'entreprise qu'ils viennent de me recommander. C'est une boîte qui fait de l'investissement et ils cherchent un assistant. Ils m'ont donné leur téléphone et leur adresse. Je pourrais y aller directement, mais je vais quand même les appeler avant. Allô ? Bonjour. Vous êtes bien l'entreprise qui cherche un assistant administratif ? Où avez-vous vu cette annonce? Je suis au marché de l'emploi. Qui vous a parlé de ce travail? Au marché de l'emploi, après l'entretien individuel. Ils m'ont donné vos coordonnées. D'accord. Alors vous allez nous envoyer votre CV par mail avec toutes vos coordonnées, parce qu'on est assez occupé en ce moment. Pour Xiaolin, le marché aux compétences n'a pas tenu ses promesses. Du coup, comme de nombreux chercheurs d'emploi, il se tourne vers Internet et ses innombrables offres en ligne. Autogen est le dernier né du web chinois, un site exclusivement destiné aux diplômés du 3e cycle. Avant 2004, les étudiants avaient déjà signé leur premier contrat avant même d'être diplômés. Mais après 2005, le nombre d'étudiants a augmenté. Les gens sont de mieux en mieux formés. Même les thésards sont plus nombreux. Zhou Xiufeng, le jeune fondateur du site, a su profiter des mutations du marché de l'emploi. Au téléphone, ses employés démarchent des recruteurs potentiels. En mars prochain, on va organiser un marché à l'emploi avec l'université de Tsinghua et l'université d'agriculture. Vous seriez intéressé ? Lancé fin 2009, le site compte déjà près de 75 000 abonnés. Son Xiaolin, lui, n'a toujours pas trouvé de solution. En fait, certains de mes copains ont déjà trouvé du travail. Mais moi, je n'ai rien trouvé. Aujourd'hui non plus, rien du tout. Alors la pression monte de plus en plus. En Chine, tous les ans, 7 millions de jeunes diplômés comme Song Xiaolin font leur premier pas sur le marché de l'emploi. Messieurs, je me tourne vers vous pour commencer. On va parler chiffres, évidemment. Un taux de chômage en zone urbaine de 4,1%. Qu'est-ce que c'est ce taux de chômage? Et finalement, est-ce que selon vous, il est réaliste de la situation sur le marché de l'emploi en Chine? Alors, il est vrai que le taux de chômage en Chine, si j'ose le dire, c'est une statistique de l'économie chinoise que je connais le moins bien possible, puisque ce taux de chômage, il est calculé de telle façon qu'il est incomparable avec d'autres pays? Avec les standards internationaux, justement, parce que ce taux de 4,1%, c'est un taux qui ne bouge pratiquement pas au cours des années. Pour moi, c'est pratique, finalement. Depuis 20 ans, la Chine a un taux de chômage de 4,1. Voilà, on n'est pas obligé de suivre cette statistique, en tout cas, puisque ça ne bouge pas. En fait, c'est un taux qui, finalement, qui s'appelle pas vraiment le taux de chômage, mais le taux de chômage des urbains déclarés. C'est-à-dire que parmi les chômeurs qu'on recense dans cette statistique-là, il faut que ces chômeurs remplissent 3 conditions supplémentaires par rapport aux standards internationaux. Premièrement, il faudrait que ce soit un chômeur qui se déclare auprès de l'autorité compétente. Deuxièmement, il faut que ce chômeur ait une identité urbaine, c'est-à-dire avoir un hukou, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde en Chine. Et puis troisièmement, il faut que le chômeur homme soit âgé entre 15 et 50 ans et le chômeur femme soit âgé entre 15 et 45 ans. Voilà, donc, ce qui explique complètement les chômeurs seniors. Alors, donc 4,1, donc vous venez de nous l'expliquer, hein, c'est un taux qui n'est absolument pas réaliste. Finalement, selon vous, quel serait le taux de chômage réel en Chine ? Alors, d'après les différentes estimations, on a pu voir que dans les zones urbaines de la Chine, le taux de chômage serait plutôt aux alentours de 10%. Alors, si on prend la Chine au total dans son ensemble, le Premier ministre chinois Wen Jiabao, en 2010, avait dit qu'il existait en Chine à peu près 200 millions de chômeurs. Alors, si on rapporte ce montant sur une population active aux alentours de 800 millions
de personnes, finalement, nous avons un taux de chômage, les zones rurales comprises, bien sûr, aux alentours de 25%. Voilà, donc effectivement, un décalage entre 4 et 25%. Jean-François Huchet, on va se concentrer un petit peu sur le chômage des jeunes. Dans ce reportage, donc, la raison de ce chômage est évoquée, c'est-à-dire il y a une adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Est-ce que vous partagez cette opinion de cet économiste à Pékin ? Oui, tout à fait. Il faut quand même se rappeler que la Chine vient de très très loin sur cette question de la formation des jeunes. On ne va pas remonter trop loin dans l'histoire, mais dans l'histoire contemporaine, il ne faut quand même pas oublier que les universités chinoises ont été quasiment fermées pendant 10 ans durant la révolution culturelle et qu'il a fallu adapter complètement le système d'éducation, rattraper justement cette période de génération perdue, comme on l'a appelé. Donc on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup investi, et en particulier dans des grands centres universitaires. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 institutions universitaires en Chine pour à peu près 6 millions d'étudiants en Chine. Et c'est vrai qu'on a rempli, je crois, les objectifs du point de vue de la formation et du recrutement. Mais aujourd'hui, il faut adapter un certain nombre de filières, et notamment les filières d'ingénieurs, pour les rendre plus professionnalisantes. Voilà, finalement un petit peu le même débat qu'on avait en France sur la formation des universités. Tout à fait. Sachant qu'il y a 6 fois plus de diplômés en Chine aujourd'hui qu'il y a 10 ans, finalement, comment se fait-ce que cette machine, cette croissance chinoise ne soit pas capable d'absorber ces diplômés dont elle a finalement besoin ? En fait, au niveau macroéconomique, on peut avoir 3 grandes explications possibles. Alors la première explication, c'est que la Chine a un tel modèle de croissance qui fait que la croissance de l'économie ne génère pas suffisamment d'emplois, puisque la Chine a une croissance qui est très basée sur l'industrie. On sait très bien que l'industrie absorbe beaucoup moins d'emplois que les services. Ensuite, la Chine a une croissance basée sur l'investissement qui représente à peu près la moitié du PIB chinois, alors que durant les 3 dernières décennies, le modèle de la croissance de la Chine est extrêmement intensif en capital et donc pas tellement en main-d'œuvre, puisque quand on regarde le niveau de l'emploi total en Chine, au cours de 30 dernières années, ça évoluait seulement en moyenne annuelle légèrement supérieure à 2% par an. Donc, ce qui explique pourquoi nous n'avons pas du tout une croissance suffisamment génératrice d'emplois à cause de cette spécialisation du modèle de croissance. Voilà, donc Jean-François Huchet, c'est un peu le paradoxe chinois, finalement, cette croissance économique, mais qui ne crée pas assez d'emplois. Finalement, encore une fois, la Chine, c'est donc un grand pays, on peut le dire. La situation au niveau de l'emploi diffère grandement entre les provinces. Là, on a vu ce jeune qui quitte la province du Henan pour venir à Pékin. Quelles sont finalement les régions qui sont le plus touchées par le chômage en Chine ? Alors, on a bien sûr des bassins d'emploi qui sont beaucoup plus dynamiques. Historiquement, les provinces côtières ont démarré plus tôt le secteur privé, ont reçu beaucoup plus d'investissements directs étrangers, donc il y avait un marché de l'emploi qui était beaucoup plus dynamique. Et pendant les phases de restructuration du secteur public dans les années 1990 et au début des années 2000, c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins de difficultés dans les zones côtières. C'est vrai qu'en général, le chômage, je dirais presque jusqu'à une période très récente, était plutôt concentré dans ce qu'on appelle les bassins de vieille industrie, comme les régions du Nord, dans les villes de Shenyang, de Harbin, Changshu. Oui, et puis les grosses entreprises d'État ont dû être structurées. Tout à fait. Et puis dans cette, on peut dire, il y a un couloir qui va du Nord, justement, qui passe par le centre de la Chine, qui est très peuplé, qui était aussi, durant la période maoïste, qui avait développé l'industrie d'État et donc qui a été très touché par toute cette période de restructuration. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts en termes d'aménagement du territoire, qu'il y a un certain nombre de villes qui vraiment ressortent la tête de l'eau, comme Wuhan par exemple, et qui aujourd'hui accueillent beaucoup d'investissements étrangers. Et donc on a des bassins d'emploi qui se sont redynamisés aujourd'hui. Et le gouvernement, par exemple, durant le plan de relance, a fait beaucoup d'efforts pour construire des infrastructures aussi dans l'intérieur et retenir justement une partie des gens qui, en général, avant, partaient dans les zones côtières pour chercher des emplois. Donc ça s'équilibre un petit peu de ce point de vue-là.
Alors on va voir justement que la Chine, avec cette taux de croissance, attire notamment les étrangers, et on va voir que le miracle chinois peut parfois se transformer en miroir aux alouettes. Depuis 4 ans, Romain Abec s'est improvisé entraîneur de parcours, une discipline d'acrobatie urbaine. Très vite, et malgré sa maîtrise de la langue, il s'est trouvé confronté à un obstacle infranchissable, même pour lui. En Chine, en étant étranger en Chine, c'est difficile. Et puis il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'un Chinois en fait, pas d'un étranger. Ses élèves ne lui assurent qu'une centaine d'euros par mois. Même en jonglant avec d'autres petits boulots, ses revenus restent limités. Au-delà de sa nationalité, Romain est desservi par sa formation, peu adaptée aux besoins chinois. Je pense qu'il y a une question de métier aussi. Ouais. Moi, mon métier de base, c'est construction métallique, donc c'est vrai qu'ici, c'est pas très développé, quoi. Donc faire un métier comme ça ici, c'est difficile. La Chine continue pourtant à attirer les étrangers de tout pays et de toute formation. Après avoir perdu son emploi en Italie, Fabrizio Franzosi s'est laissé séduire par la promesse de nouvelles opportunités. Tout le monde parlait de la Chine comme de l'Eldorado. Et je me suis rué moi aussi, en espérant trouver un nouveau travail, une nouvelle chance surtout pour recommencer. Mais comme de nombreux étrangers, ce juriste franco-italien est en partie victime d'une législation récente destinée à protéger les emplois chinois. Les cotisations, en ce qui concerne les pensions, donc, ont été augmentées, soit à la charge des travailleurs occidentaux, soit à la charge des boîtes qui embauchent ces travailleurs. Un occidental, un travailleur venu de l'étranger devient beaucoup moins intéressant qu'avant. Fabrizio voudrait donc intégrer une société étrangère où il serait mieux rémunéré que dans une structure chinoise. Pour trouver l'emploi rêvé, une seule solution, développer son réseau professionnel. Je suis juriste et je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Vous cherchez un boulot? Oui. Dans un cabinet d'avocats? Pas forcément. J'ai aussi travaillé comme représentant commercial pour une grande entreprise. Donc, je suis vraiment ouvert à... toutes les opportunités. Soirée networking, candidature spontanée, annonce sur Internet. Fabrizio a tout essayé, pour l'instant sans succès. À Pékin, le marché du travail devient très compétitif. L'an dernier, plus de 200 000 étrangers travaillaient dans la capitale chinoise. Mais plus de 200 000 étrangers travaillent dans la capitale chinoise, mais finalement, il semble qu'il soit de plus en plus difficile pour eux de trouver un travail. Voilà, encore une fois, ce n'est pas parce que la Chine a une formidable croissance par rapport à nos pays européens qu'on y trouve forcément du travail. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, ce soit de plus en plus difficile pour ces étrangers ? Je pense que déjà, il y a plus cette question de mode en tant qu'étranger en Chine. Donc la Chine a déjà passé cette phase-là. Je pense que c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la Chine, ça reste quand même une société qui est extrêmement conservatrice et chinoise. Donc pour les étrangers qui ne parlent pas tellement la langue chinoise, je pense qu'il y a une barrière naturelle pour trouver un bon travail. Jean-François Huchet, vous pensez que les étrangers ont leur place dans les entreprises chinoises aujourd'hui ? Alors dans les entreprises chinoises, je crois qu'ils ont leur place, mais surtout à l'étranger. C'est-à-dire que la grande difficulté pour les entreprises chinoises qui sont en train aujourd'hui de développer une phase d'internationalisation, c'est justement de comprendre les environnements étrangers. C'est déjà difficile pour nous de comprendre comment ça fonctionne par moment en Europe. Donc les entreprises aujourd'hui ont besoin de ressources humaines pour aller à l'étranger. Donc là, ils ont véritablement leur place. Je crois qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que pour les entreprises étrangères qui sont installées en Chine, il y a eu un phénomène très rapide qui s'est développé depuis on va dire une dizaine d'années, où en fait on préfère, et c'est normal, recruter des Chinois qui sont de mieux en mieux formés pour assurer justement des fonctions de marketing, de recherche et développement sur le territoire chinois. On revient finalement à ce paradoxe, puisque les entreprises françaises ou les entreprises étrangères en règle générale préfèrent recruter des employés chinois diplômés. Et finalement, on revient sur notre thématique, et malgré tout, ces jeunes diplômés ne trouvent pas
ne trouvent pas un emploi. Donc comment... Bien, je crois que tout va se jouer en fait dans la formation et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des universités étrangères, ou aussi des grandes écoles françaises qui s'implantent aujourd'hui en Chine et qui vont former justement des gens qui vont être beaucoup plus prêts à l'emploi, on va dire directement dans les entreprises, que ce soit chinoises ou étrangères. Et puis je crois que ça va dynamiser aussi la formation en Chine, comme d'habitude. Il va y avoir une saine émulation avec les universités chinoises qui vont s'adapter, qui sont déjà en train de s'adapter sur le marché de la formation. Voilà, des universités plus, on va dire plus adaptées, plus pratiques peut-être et moins académiques comme en France. La formation, c'est quelque chose qui compte en Chine. Depuis que l'enseignement universitaire s'est complètement démocratisé en Chine, le fait d'aller dans une très bonne université, ça compte dans la réussite de recherche de travail en Chine. D'après une étude réalisée par, je crois, si mes souvenirs sont bons, par la CAS, la Chinese Academy of Social Science. Exactement. Donc le taux d'embauche à la sortie de l'école, à la sortie de l'université de première catégorie est supérieur à 80%. Par contre, pour le même taux pour les universités de deuxième catégorie est aux alentours de 60%. Et ensuite, pour les universités de troisième catégorie, le taux d'embauche est aux alentours de 40% seulement. Voilà, donc encore une fois, mieux vaut être diplômé de Tsinghua, donc l'une des universités les plus prestigieuses, peut-être qu'une autre université moins connue, moins cotée. Est-ce que ça veut dire pour autant, Jean-François Huchet, que l'enseignement à Tsinghua est plus en phase et plus diplômant, enfin, et plus pratique qu'une autre université moins connue ? Pas forcément, mais on se retrouve dans les mêmes, débats qu'on peut trouver en France avec les grandes écoles et avec les universités. On a aussi toute une question de prestige, de renommée, de qualité des professeurs, de moyens aussi, parce qu'il y a eu depuis environ 15 ans, les moyens qui ont été donnés aux grandes universités chinoises ont été très importants. On a investi plusieurs centaines de millions de yuans dans les grandes universités pour créer des pôles d'excellence. Donc tout ça, bien évidemment, in fine, fait une grande différence quand on est diplômé d'une grande université de premier rang et puis une université, on va dire, de deuxième ou troisième rang, bien sûr. Bien sûr, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est les allocations chômage, justement. Comment ça se passe? Avec quoi vit-on quand on est en Chine au chômage? Est-ce qu'il y a... Voilà, comment est-ce qu'on vit finalement ce jeune qu'on vient de voir? Ses deux parents sont originaires de la campagne, il n'a pas beaucoup de moyens. On vit comment quand on est au chômage en Chine? Alors, le problème, c'est que ce jeune qui est chômeur, donc j'imagine qu'il sort de l'école et il n'a jamais travaillé encore, donc ce qui veut dire par définition qu'il n'a pas encore cotisé. Alors, en Chine, pour bénéficier de l'indemnité du chômage, il faut au minimum cotiser pendant 1 an. L'assurance au chômage. Donc je pense que malheureusement ce jeune, il n'aura pas droit au recours à cette indemnité qui finalement n'est pas grand-chose non plus. Il y a un revenu minimum, peut-être l'équivalent d'un RSA chinois? Oui, ça existe. L'équivalent de RSA en Chine, c'est en quelque sorte, suivant les différentes régions chinoises bien sûr, c'est aux alentours de 400 yuan par mois. Voilà, donc environ 40 euros. Voilà, sachant que l'indemnité du chômage, encore une fois fixée par les régions, donc normalement... forcément qui varie, que ce soit à Pékin ou dans une zone rurale. Exactement, et que le montant de l'indemnité est compris entre le RSA chinois de la région et le salaire minimum. Donc vous pouvez en déduire que finalement, ça ne représente pas grand-chose. Jean-François Huchet, d'un mot, on vient de parler donc de ces jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un emploi. Au-delà de cette catégorie, qui sont les plus touchés par le chômage en Chine aujourd'hui? Alors depuis très longtemps, bien sûr, dans les zones rurales, vous avez toutes les personnes qui sont, on va dire, en sureffectif dans le domaine agricole. On estime encore aujourd'hui qu'il va y avoir entre 200 et 250 millions de personnes qui vont quitter les campagnes pour aller vers les villes. Et donc ce sont des personnes qui, là, ne rentrent pas du tout dans les statistiques. Et donc du coup, on aurait une idée peut-être du chômage en zone rurale, que ce serait bien au-delà des 22%. C'est très difficile. Il faut bien voir que la Chine est un des pays qui a très petit lopin de terre,
avec une population, il faut quand même se rappeler que le taux de fécondité était proche de 6 enfants par femme en 1967. On a doublé la population chinoise entre 1951 et 1980, où on a passé le milliard d'habitants. Donc il y a eu une pression, au moment où 80% de la population était dans les campagnes, il y avait une pression, bien évidemment, sur les terres cultivables en Chine qui était colossale. Donc vous aviez, pendant pratiquement toute cette durée, entre 1978 et maintenant, à peu près 18 millions de personnes qui arrivaient tous les ans sur le marché du travail. Et il fallait leur trouver un emploi. Donc ça demandait qu'on crée aussi une grosse machine économique derrière. Mais c'est sûr que ce sont, dans les zones rurales, c'est là qu'il y avait le plus de chômage, enfin qu'il y avait le plus de sous-emploi, si on peut parler comme ça. Donc aujourd'hui, ils se transfèrent dans les villes avec cette population flottante. Donc je crois que le gouvernement va devoir faire beaucoup d'efforts justement pour intégrer cette population dans les villes. Voilà, créer des emplois, une problématique pas uniquement chinoise. Merci à tous les deux. Baïsu, je rappelle que vous êtes économiste spécialiste de la Chine chez Natixis. Jean-François Huchet, de votre côté, vous êtes professeur d'économie au Langzhou à Paris. Merci à tous les deux, merci à vous qui nous suivez et merci au musée Guimet. Donc c'est là où Sinosphère a désormais établi son quartier général. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dans 15 jours.